Depuis 3 ans, les chaînes d'approvisionnement ont été fortement perturbées. Alors, il faut se rappeler qu'on a eu la pandémie, politique zéro COVID en Chine. On peut parler de la guerre en Ukraine aussi qui vient affecter notre chaîne d'approvisionnement, l'inflation. Donc, ce sont une série d'éléments, une série de crises, j'ai envie de dire, qui ont mis énormément de pression sur le secteur manufacturier. On a vu ce que beaucoup d'analystes ont appelé une polycrise, une crise multiples, géopolitiques, économiques, avec beaucoup de facteurs qui ont fortement perturbé les chaînes d'approvisionnement, les chaînes de valeur globale, parfois même des accidents majeurs sur les corridors de transport, comme la crise du canal de Suez. Donc il y a eu énormément de problèmes qui ont impacté le commerce mondial. Donc on a vu dans les 2-3 dernières années qu'il ne faut pas grand-chose à une chaîne logistique mondiale pour qu'elle soit bouleversée. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de résilience, mais aussi de s'adapter aux prochaines crises, parce qu'il y en aura d'autres. On se doute toujours qu'il y aura possiblement un autre épisode de COVID sous une autre forme ou un autre, mais maintenant, on comprend très bien que la perturbation des chaînes logistiques à travers les changements climatiques, c'est un vrai risque pour l'ensemble de la planète. Pourquoi? Parce qu'on est hyper connecté. Parce que le Canada est le seul pays du G7 qui a une entente de libre-échange avec tous les autres membres du G7. On est véritablement un pays de commerce et d'exportation. On avait avant le concept de just in time. Maintenant, le concept, c'est juste au cas où. Donc, on va développer des produits ou des fournisseurs alternatifs. Donc, il y a vraiment un bouleversement de la logique derrière les chaînes de valeur ajoutée au niveau mondial. Et pourtant, malgré toute cette crise globale, on a vu que la résilience du commerce mondial a été surprenante après une chute assez conséquente pendant le moment clé de la crise. On a vu que les entreprises engagées dans le commerce mondial ont réussi à rebâtir leurs liens et le commerce va plutôt bien. Souvent, on me pose la question, est-ce que le juste à temps est remis en question? Parfois oui, parfois non. Donc, dans certaines industries, quand le juste à temps continue à fonctionner, même encore aujourd'hui avec les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement, ça demeure la solution qui est préconisée, alors que pour d'autres, on va chercher à augmenter les stocks et à produire différemment pour pouvoir s'adapter à la nouvelle réalité. Là, la difficulté pour la chaîne d'approvisionnement globale, ça va être de regarder comment chacun des acteurs, et notamment les plus petits joueurs, comment on pourrait les accompagner et les aider. D'abord, aller vers une transition énergétique, donc à prendre des actions pour diminuer leurs émissions, mais aussi à pouvoir les mesurer pour prendre les bonnes actions. Donc, on le voit avec ce changement de concept ou cette évolution de concept-là, on est à bien identifier les nouveaux goulots d'étranglement ou quels sont les éléments qui nuisent à cette fluidité de transport. Ils ont évolué, le concept a évolué, le mouvement de marchandises a évolué. Donc, il y a des nouveaux enjeux, que ce soit sur l'eau, sur terre ou sur rail, qu'on doit documenter et qu'on doit justement solutionner pour accroître la fluidité du secteur des marchandises. Quand on regarde le portrait actuel de l'économie maritime québécoise, on est aux alentours de 150 millions de tonnes qui est transportée. Les infrastructures actuelles ne sont pas faites pour autant de capacités ou de marchandises transbordées sur une base annuelle. Puis on le voit, on a des secteurs d'activité où on a des régions géographiques qui sont en forte croissance. La Côte-Nord, les ports de la Côte-Nord, que ce soit Sept-Îles, Bécomo, Port-Cartier avec ArcelorMittal, le minerai de fer est en très forte demande. Par notre géographie, en fait, le corridor Saint-Laurent-Grand Lac est vraiment un corridor maritime d'importance pour le transport des marchandises pour le Québec, en particulier parce qu'on voit qu'on est une porte d'entrée des marchandises qui arrivent de l'Europe et une porte d'entrée pour aller vers le reste du Canada, mais aussi vers les États-Unis. C'est important aussi pour nous de voir qu'on parle du commerce maritime, du transport maritime autour de ce corridor-là, mais c'est un corridor aussi qui va être connecté, en fait, finalement, au réseau routier, au réseau ferroviaire, au réseau aérien. Donc, il y a beaucoup d'intermodalité et de multimodalité, en fait, avec l'utilisation de ce corridor maritime. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il permet de relier finalement des zones industrielles ou des ports industriels où il y a beaucoup d'activités économiques. Donc si on regarde l'ensemble en fait des activités autour de ce corridor Saint-Laurent, on voit que c'est vraiment un peu le poumon économique de cette région d'Amérique du Nord qu'on considère comme parmi les grandes régions économiques mondiales. Comme le port de Montréal est un port de transbordement final en fait ou de port de destination, les impacts sont encore plus grands chez nous. Pourquoi? Bien, parce qu'on subit l'ensemble des impacts des ports de transbordement et de rotation dans la Méditerranée. Le transport, et particulièrement, je dirais, le transport maritime, a été un élément qui est venu, en fait, ajouter une couche à l'inflation. C'était la première fois véritablement
où l'ensemble des chaînes logistiques est une composante importante du taux d'inflation pour la population canadienne. Et ça, c'est véritablement quelque chose de nouveau pour nous. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au cours des 2 dernières décennies, avec la science de la logistique, on est venu abaisser les coûts et améliorer la résilience. Pour une première fois, ce n'est pas le coût de l'énergie qui vient impacter l'inflation, ce n'est pas le coût des denrées directement ou indirectement. On peut retracer l'ensemble de l'inflation à une explosion des coûts sur les mers et à travers le transport maritime, quelque denrée que ce soit. Donc on s'est rendu compte que lorsque des chocs apparaissent, des chocs exogènes apparaissent, comment est-ce qu'on peut analyser ça et quelles solutions on peut proposer? Comment j'analyse ça? En fait, c'est avec mon prisme d'économiste. Quand on produit une voiture, même un t-shirt, ça passe par plein de pays en réalité, pour des raisons économiques, donc d'efficacité. À tel endroit, c'est mieux qu'à tel autre endroit, pour produire cette étape-là dans la production. Mais du coup, c'est des décisions qui ont été prises par des entreprises sur lesquelles, finalement, on n'a pas énormément de contrôle et on ne veut pas avoir de contrôle. En revanche, quand un problème apparaît, et qui atteint le bien commun. Des goulots d'étranglement ont existé, des ports ont été fermés parce que des gens étaient malades, etc. Du coup, la chaîne d'approvisionnement a été bloquée ou ralentie pendant quelques temps, parce qu'à nouveau, les entreprises vont trouver des solutions. Mais pendant quelques temps, si leur personnel est malade, etc., elles n'en trouvent pas. Donc le gouvernement a dû, de façon rapide, décider de faciliter la production ici, faciliter l'accès à des marchandises à un autre endroit. Et les solutions rapides, c'est OK, il faut vraiment resserrer les chaînes d'approvisionnement, il ne faut pas aller aussi loin parce que ça va diminuer les risques, etc. Ce qu'on a vu pendant la pandémie, ce sont des manufacturiers qui se sont réajustés. Donc, la première chose, c'est qu'on a cherché à diversifier nos fournisseurs et pour plusieurs, de ramener ou de trouver des fournisseurs davantage en Amérique du Nord. Donc, on parle de rapetisser les chaînes d'approvisionnement, les raccourcir en fait pour pouvoir avoir un meilleur contrôle, des meilleurs délais, des meilleurs coûts. Et même des entreprises avant qui s'approvisionnaient en Chine ou en Asie du moins, réalisent aujourd'hui que c'est plus compétitif pour eux de le faire en Amérique du Nord, compte tenu des coûts, des délais de transport et tous les autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Je voudrais qu'on fasse des études là-dessus, généraliser un principe de rapatriement des chaînes de valeur, raccourcir les chaînes d'approvisionnement. Ça nécessite un peu d'études pour vraiment valider ça, mais vous comprenez que j'ai quand même des doutes sur ce qu'on va trouver comme impact. Parce que, à nouveau, la production, tout ce que l'on consomme est le fruit de processus extrêmement complexes. Donc on a énormément de données numériques en réalité aujourd'hui. Plus j'ai de données, plus je peux créer des nouveaux indicateurs. Donc il faut vraiment penser en dehors de la boîte et être très agile au niveau intellectuel. Il ne faut pas penser que la définition du PIB, qui a été inventée au milieu du XXe siècle, doit continuer d'exister. Il faut s'autoriser à vraiment penser en dehors de la boîte avec ces nouveaux outils. C'est ce que ça permet, ce changement de paradigme, et de se dire quels sont les nouveaux indicateurs, quelles sont les meilleures mesures. La science ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que des gens ont décidé d'indicateurs ou de méthodes à une certaine époque que ça doit continuer de cette façon-là. Dans un de nos projets sur les lignes d'attente et la prévision de des lignes d'attente pour nos camions, un astrophysicien est venu se pencher sur notre projet. Pourquoi? Prenait une petite pause sur ces questionnements cosmiques pour venir s'intéresser au mouvement des camions. Pour lui, il y avait une relation directe entre le problème et la capacité de pouvoir générer une solution avec ce qu'il fait dans l'espace. Les chaînes d'approvisionnement internes ou terrestres qui prennent le relais une fois que la marchandise est arrivée sont éminemment complexes et elles sont plus ou moins longues et elles sont diverses. Donc, elle amène un niveau de complexité qui est un peu plus élevé. Par exemple, l'accès au port devient capital. Pourquoi? Bien parce que rien ne se consomme au port, rien ne se transforme au port. Tout transite par le port. Donc, ma vitesse d'évacuation, la vitesse avec laquelle les importateurs peuvent venir chercher leurs marchandises et qui peuvent les retirer vers leur centre de distribution, leur magasin ou les endroits où ils seront consommés, c'est la clé du succès pour nous. Donc si chaque entreprise pouvait mesurer ses chaînes d'approvisionnement, les risques sur ces chaînes d'approvisionnement, aller faire un peu d'intelligence économique. Aujourd'hui, vous savez quoi, on a accès à toutes les entreprises enregistrées sur la planète. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces bases de données? Donc les entreprises
elles aussi, doivent faire leur transformation numérique. Mais la transformation numérique, ce n'est pas seulement changer un système informatique. La transformation numérique, c'est surtout pas ça, en fait. La transformation numérique, oui, c'est avoir accès à des outils, donc changer son système informatique si vous voulez, mais c'est surtout avoir une façon de penser qui est complètement nouvelle. Donc c'est être au courant, donc c'est avoir de la littératie des données, pas seulement des modèles d'IA, mais de la littératie des données, parce qu'un modèle, ce que vous lui mettez dedans, il va le sortir. Donc il faut que les données soient pensées, de bonne qualité. Puis quand on dit données, ce n'est pas seulement les sources des données, c'est ce qu'on en fait avant qu'ils soient analysés. C'est quels indicateurs on crée à partir de ces données-là. On oublie souvent cette étape, et pourtant c'est l'étape la plus importante. Depuis très longtemps, l'administration portuaire se préoccupe de la numérisation, des données, des mesures économétriques, mais aussi des mesures de fluidité ont longtemps fait partie de nos préoccupations. Mais aujourd'hui, on a introduit la notion de prévisibilité et de prédictibilité dans nos processus d'affaires via l'intelligence artificielle, via la gestion de bases de données avec du machine learning pour pouvoir dériver des algorithmes pour mieux prévoir le flux de ces marchandises-là. Naturellement, une fois que je le sais, c'est bien, mais il faut que je le fasse connaître à tous pour que les prises de décision soient cohérentes et que tous sachent, sans enjeu, que si on continue de faire ce qu'on fait exactement comme on le fait maintenant, dans 5 jours, on fera face à une crise. Donc, comment on fait? Bien, on donne des indications sur le taux d'occupation, on donne des indications sur le temps de séjour moyen, on donne des indications sur la fluidité et la vitesse de transaction. Et ces éléments-là permettent à nos joueurs en amont et en aval de prendre des décisions qui sont alignées pour la chaîne logistique. Le secteur manufacturier est en pleine transformation numérique et c'est difficile pour les manufacturiers d'identifier quelles seront les compétences dont ils auront besoin demain, quels seront les métiers du futur et donc de s'assurer de former, de préparer leur main-d'œuvre. Alors, c'est vraiment l'un des grands défis pour les manufacturiers québécois. Et j'ajouterais à ça, on le sait au Québec, on a des problèmes de numératie et de littératie. Ça doit être une priorité collectivement d'adresser cet enjeu-là. Pourquoi? Parce que ces travailleurs-là ne pourront pas être formés pour travailler sur des lignes automatisées, travailler avec la technologie. Donc, ça doit être une priorité collective d'augmenter le niveau de numératie et littératie si on veut pouvoir s'assurer que les travailleurs accompagnent les manufacturiers tout au long de leur transformation. Donc, les transformations qu'on voit apparaître aujourd'hui, notamment sur les grandes chaînes d'approvisionnement, c'est cette automatisation ou cette digitalisation, en fait, donc une transformation on veut améliorer, on veut optimiser. Évidemment, ça prend des compétences. Il va falloir collecter les données, il va falloir les analyser, il va falloir finalement pouvoir prendre des décisions basées sur ces données. Et donc, ça va demander évidemment une transformation aussi de la main-d'œuvre, des compétences. Donc, ça peut être de la requalification des employés qui sont déjà dans le secteur, ou en fait attirer des nouvelles compétences, notamment en sciences des données par exemple, ou des analystes qui vont permettre d'optimiser en fait les processus en utilisant des données qui seraient collectées. Et ce qui est important, c'est on l'a vu sur les chaînes d'approvisionnement, c'est des maillons. Il faudrait que chacun, qu'il y ait vraiment un partage des données pour pouvoir optimiser sur l'ensemble de la chaîne, parce que chacun des maillons pourrait chercher à avoir ses propres données, à les analyser. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que les enjeux finalement de rupture de chaîne d'approvisionnement ou de goulot d'étranglement peuvent être dus en amont ou en aval, selon les personnes dans notre chaîne à nous. Donc on peut prendre une partie d'action, mais ça va être important évidemment d'avoir des données qui soient partagées sur l'ensemble de la chaîne. En réalité, tout le monde décide et personne ne décide. C'est ce qu'on appelle un système. Donc en fait, ce qui se passe aujourd'hui, comme la science des données, c'est quoi? C'est juste être capable d'aller chercher les données. C'est pour ça que moi j'aime bien aussi parler de plateforme en réalité. Donc en fait, c'est d'avoir une plateforme où on collecte toutes ces données. Donc votre donnée individuelle n'est pas importante parce que c'est une donnée individuelle. Elle est importante quand on l'agrège avec plein d'autres données. Et là, on voit apparaître des relations. Et là, on voit apparaître les chaînes d'approvisionnement. Là, on voit apparaître l'intermodalité. On voit apparaître des goulots d'étranglement. Au niveau d'une entreprise, c'est un système en elle-même. Elle a accès à énormément de données. Donc c'est pour ça que je reviens à la question précédente. Une entreprise, elle est capable aujourd'hui, et ce n'est pas demain, c'est vraiment aujourd'hui, ça aurait mieux été hier, d'avoir une analyse des risques, d'avoir des plans de contingence, tout ça basé sur la science des données. L'objectif est quand même d'avoir l'information et de pouvoir utiliser ces mathématiques sur ces données et de voir apparaître des relations qu'on n'imaginait même pas en temps réel et de façon géolocalisée. Parce que c'est ça aussi. On ne fait pas un PDF et puis l'année dernière on nous a dit ça. Non, là à chaque minute, mes conclusions peuvent changer et tant mieux. Et il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Puis pour le maritime, il y a des enjeux. Donc le maritime, c'est extrêmement important dans le commerce mondial. Et il y a quand même des enjeux de technologie.
on a et on va avoir des bateaux autonomes qui vont traverser les océans. Et ce qu'on voit apparaître avec les drones, les UAVs, les véhicules autonomes volants, c'est la même chose pour les bateaux. Donc c'est pas de la science-fiction d'imaginer le commerce mondial qui se promène sur la planète avec des drones, mais des bateaux en réalité, qui vont transporter des containers et puis qui s'arrêteront aux limites des eaux internationales. Et puis là, on enverra un capitaine humain. Et puis, au lieu de monter aux Escoumins, il montera aux limites des eaux internationales canadiennes, par exemple. Et puis là, il prendra le bateau et il l'amènera dans le port de Montréal. Puis après, pour aller dans le port de New York, le port de Montréal, etc., ça sera un capitaine du pays, réglementé, etc., qui viendra le chercher, qui viendra l'amener. Mais se posent du coup des nouvelles questions de concurrence qui peuvent apparaître dans les 20 prochaines années. C'est de la science-fiction, on se donne rendez-vous dans 20 ans.